Le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde. La Corée possède l'une des connexions Internet les plus rapides de la planète. La Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté en 40 ans. Et le Brésil? Toute l'année. Les plus belles femmes du monde et le meilleur carnaval de la Terre. Tout ça. Et, malgré tout, il y a une génération entière dans ces 4 pays qui ne veut pas se mettre en couple, ne veut pas avoir d'enfants, ne sort pas de chez elle et ne veut absolument rien construire. En faites-vous partie? Comment le monde est-il devenu un endroit si agréable à vivre? Et les gens sont-ils devenus si vides intérieurement? J'ai une réponse. Tout commence dans un laboratoire dans les années 70 par une expérience qui semblait être la folie d'un scientifique désœuvré et qui aujourd'hui apparaît comme une prophétie. Univers 25. En 1968, un biologiste américain du nom de John Calhoun décida de construire le paradis. Ce n'est pas une métaphore, non. C'est lui qui l'a littéralement construite. Il prit une structure divisée en compartiments et la remplit de tout ce qu'un être vivant pouvait désirer. Nourriture à volonté, eau toujours disponible, température contrôlée, matériaux de nidification. Toutes les menaces ont été éliminées. Pas de prédateurs, pas de maladies, aucun effort pour survivre. Un rêve, n'est-ce pas? Si vous étiez un rat, vous voudriez y vivre aussi. Il plaça 4 paires de souris à l'intérieur et alla attendre. Au début, cela fonctionnait parfaitement. La population doublait tous les 55 jours. 20, elle a eu 40 ans. 40 sont devenus 80, le système a fonctionné, l'utopie était restée intacte. Il l'a appelé Univers 25, car c'était la 25e fois qu'il répétait l'expérience, toujours avec des variations, mais arrivant toujours au même résultat. L'univers 25 est devenu célèbre parce que c'est là que l'effondrement a été le plus documenté et le plus impossible à ignorer. Puis au 315e jour, les choses ont commencé à se détériorer silencieusement. Avec plus de 600 souris dans le même espace, les interactions se sont effondrées. Les mâles dominants sont devenus agressifs sans aucune raison, frappant quiconque se trouvait sur leur chemin. Les femelles ont cessé de s'occuper des petits en plein milieu de l'élevage. Elles laissaient le bébé là et s'en allaient. La mortalité infantile a atteint 96% dans certains groupes. 96% d'animaux sans rôle dans la hiérarchie. Ils ont arrêté d'essayer quoi que ce soit et sont allés se cacher dans les coins. Mais le groupe le plus perturbant n'était aucun de ceux-là. C'était une bande de jeunes mâles que Calhoun appelait les beaux, physiquement parfaits, bien nourris, sans cicatrices, sans blessures, sans signe d'usure, les plus sains de toute l'expérience et complètement vides à l'intérieur. Ces gars-là arrêtaient de tout faire, cessaient de se battre pour le territoire, arrêtaient d'essayer de se reproduire, cessaient d'interagir avec qui que ce soit. Être vivant, ils passaient des heures à se lécher, impeccablement propres, soignés et totalement indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils n'étaient pas malades, ils n'avaient perdu aucun combat. Ils avaient compris, d'une manière que la science n'explique pas encore, que le jeu n'en valait pas la chandelle, et ils sont sortis, pas pour aller quelque part. Ils sont juste sortis du jeu. Au sommet, l'univers 25 comptait 2200 souris. Après cela, effondrement total. Au jour 920, la dernière conception a été enregistrée. La colonie a continué d'exister pendant des années, des animaux vivants, de la nourriture en abondance, aucune menace à l'extérieur, sans aucune naissance. Extinction malgré l'abondance. Calhoun a appelé cela la Death Squared, la mort au carré. D'abord l'esprit meurt, puis le corps. La conclusion que personne ne voulait entendre, le problème n'était pas la surpopulation. C'était l'absence de but, de rôle social, d'une lutte qui vaille la peine d'être menée. Quand tout est garanti et que rien n'a besoin d'être conquis, l'être vivant cesse de fonctionner en tant qu'être vivant. Aussi simple que cela. Et il y a un détail qui a dérangé de nombreux chercheurs de l'époque. Les beaux n'étaient pas les plus faibles, c'étaient les plus sains. Ils n'avaient pas été vaincus par la vie. Ils avaient observé suffisamment pour conclure que jouer ne menait à rien qui en vaille la peine. Lors d'une conférence scientifique, Calhoun a prononcé une phrase qui est restée. « Je parle de souris, mais mes pensées vont à l'homme. » À l'époque, tout le monde pensait que c'était l'exagération d'un scientifique ennuyé. Puis le Japon est arrivé et l'exagération est devenue réalité. Mais avant d'y arriver, souvenez-vous d'une chose. Ce qui est arrivé au plus belle n'était pas la fin de l'histoire. La situation a pris une tournure encore plus inquiétante et je vous la montrerai quand nous arriverons au Brésil. Japon. Permettez-moi de vous parler du Japon, car c'est le plus ancien de tous et la 3e économie mondiale. Le train arrive à la seconde exacte, pas à la minute, à la seconde. Vous mangez le meilleur sushi de votre vie pour moins de 10 $ dans un distributeur automatique de rue. Les villes sont tellement propres qu'on a envie de manger sur l'asphalte. La violence urbaine est pratiquement inexistante. L'espérance de vie y est parmi les plus élevées de la planète. C'est le genre de pays que vous citez à ceux qui disent que le monde touche à sa fin.
Regarde, le Japon, au moins là-bas, ça fonctionne. Eh bien, le Japon est en train de disparaître. En 2024, le taux de fécondité japonais est tombé à 1,15, le plus bas depuis 1947. À Tokyo, il est resté en dessous de 1 pour la deuxième année consécutive. Le nombre total de naissances est tombé en dessous de 700 000 pour la première fois de l'histoire, dans une population de 123 millions d'habitants. Le pays enregistre 18 années consécutives de baisse démographique. Mais le chiffre n'est que le symptôme. Le comportement est la maladie. Dans les années 2000, des chercheurs japonais ont identifié un phénomène qu'ils ont appelé Soshoku, Keidanshi, les hommes herbivores. Ce n'est pas une insulte, non, c'est une description. De jeunes hommes qui ont abandonné tout intérêt pour la séduction, les relations, le sexe, la famille. Ni traumatisme, ni religion, ni manifeste politique. Rien de tout cela. Juste par manque d'envie. Un tiers des Japonais de 30 ans n'ont jamais eu de partenaire. Jamais. Et la moitié des célibataires a déclaré ne même pas vouloir de relation. Ce n'est pas qu'ils ont essayé et n'ont rien trouvé. La motivation est partie avant même d'avoir commencé. C'est la différence entre échouer et ne même pas essayer. Ces gars ont choisi de ne même pas essayer. Tu vois déjà le schéma, n'est-ce pas? Et c'est là qu'est apparu ce qu'on a appelé les hikikomori. Et regarde ceci, écoute bien. Hikikomori signifie le retrait social. Ce sont des gens qui ne sortent plus de chez eux, non pas des jours, mais des mois, des années, voire des décennies. En 2025, le Japon a confirmé plus de 1 500 000 hikikomori, soit plus d'1% de la population en isolement total. 60% sont des hommes. Le fait le plus troublant a même un surnom. Le problème? Des parents de 80 ans qui prennent encore soin de leurs enfants. Hikikomori, avec 50, une génération qui est entrée dans la pièce, a fermé la porte et n'en est jamais ressortie. Les parents vieillissent sans savoir ce qu'il adviendra de leurs enfants lorsqu'ils ne pourront plus s'occuper d'eux. C'est un effondrement générationnel qui se produit à l'intérieur d'appartements dont personne à l'extérieur ne soupçonne l'existence. 39% de la population japonaise se déclare régulièrement solitaire. Chez les hommes de 30 ans, ce chiffre atteint 60%. 60% des hommes de 30 ans, seuls. Vous savez ce que le gouvernement japonais a fait lorsqu'il a compris l'ampleur du problème? Il a créé le ministère de la Solitude en 2021. En 2024, il a adopté une loi obligeant les municipalités à lutter contre l'isolement social. Un pays entier légiférant contre la solitude. Il a adopté une loi pour obliger les gens à ne pas rester seuls. Si cela ne te montre pas l'ampleur du désespoir, je ne sais plus ce qui le pourrait. Il y a plus encore. Le Japon compte aujourd'hui plus de 8 millions de maisons complètement abandonnées à travers le pays. Des villages où la moyenne d'âge dépasse les 70 ans et il n'y a pas un seul enfant. Des villes entières se vident au ralenti. Ce n'est pas une dystopie futuriste, non. C'est la photographie actuelle d'un pays qui ne se reproduit plus au point que c'est devenu un paysage normal. Le Japon a tout. Et il a créé une génération qui a regardé tout cela et a dit non, merci. Ils ont cessé de se battre pour le territoire. Ils ont cessé de se reproduire. Ils ont cessé d'interagir. Ils étaient soigneusement rangés dans un coin, impeccables, complètement vides. Mais où avons-nous déjà vu ça? Maintenant, la Chine montrera que ce n'est pas une pratique exclusivement japonaise. C'est tout autre chose. Alors, qu'a fait le gouvernement chinois pour tenter de résoudre la crise du mariage? C'est tellement absurde que vous n'y croirez pas. Chine. Deuxième économie mondiale, elle a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté en moins de 40 ans. Elle a plus de lignes ferroviaires à grande vitesse que tout le reste du monde. Il a construit des mégapoles à partir de rien en 20 ans. Et là, en mai 2021, un texte anonyme devient viral sur les forums chinois. C'est l'histoire d'un jeune homme quittant son emploi, cessant de consommer, refusant mariage et enfants, et qui s'en portait très bien. 2 principes, manger et dormir. Le reste est superflu. Il a appelé cela Tangping, rester allongé. En quelques semaines, des millions de jeunes ont adopté ce concept. Le gouvernement a paniqué, a censuré, le terme a été bloqué, les groupes supprimés. Un éditorial a été publié qualifiant le mouvement de déshonorant et nuisible à la nation. Plus on censurait, plus le mouvement grandissait. Classique d'un gouvernement autoritaire qui tente d'éteindre un incendie avec de l'essence. Pourquoi la censure n'a-t-elle pas fonctionné? Parce que le Tangping n'était pas de la paresse déguisée en philosophie. C'était une réponse rationnelle à une équation qui ne fermait tout simplement pas. La culture du travail en Chine avait normalisé le 9-9-6. Travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Les jeunes étudiaient au maximum pour entrer dans les meilleures universités, rejoignaient les meilleures entreprises, travaillaient 72 heures par semaine et malgré cela, n'arrivaient pas à acheter un appartement à Pékin, ou à Shanghai,
où le mètre carré coûte des dizaines de fois le salaire d'un jeune travailleur. Le nom chinois pour cela est neizhuang, involution, être coincé dans une course où l'on court de plus en plus vite sans jamais arriver nulle part. La métaphore qui est devenue virale était celle de la roue de hamster. Tu cours, tu cours, tu cours, le système tourne et tu restes exactement au même endroit. Si ce n'est pas une bonne description de notre vie aussi, alors dis-moi ce que c'est. En mai 2023, le chômage des jeunes en Chine a atteint 20,1%, un record historique. Le gouvernement a cessé de publier cette donnée. La statistique a disparu pendant 6 mois. Quand elle est revenue, la méthodologie avait changé, excluant les étudiants du calcul. Le chiffre a baissé. Le problème? Non. Génial, non? Et voici le détail que j'ai promis et qui est le plus absurde de tout. Dans plusieurs villes chinoises, il existe ce qu'on appelle des foires au mariage. Les parents de jeunes célibataires s'y rendent avec le CV de leur enfant. Ils négocient avec d'autres parents pour trouver un partenaire. Le mien a un appartement, le tien un CDI. C'est comme Tinder en présentiel, sauf que les utilisateurs ont 70 ans et que les profils sont ceux de leurs enfants négociés à leur insu. Triste et drôle à la fois, parce que c'est exactement les deux à la fois. Le temping a évolué. Il y a eu le bail-in, laissez pourrir. Si même le minimum d'effort ne vaut pas la peine, pourquoi faire le moindre effort? Ensuite, le hat people, vivre comme un rat, dans l'absolu minimum, sans ambition, sans projet, sans aucun horizon. En 2025, le gouvernement a ordonné la censure de toute vision du monde négative sur les plateformes. Un jeune qui déclare publiquement avoir abandonné doit être réduit au silence, car le découragement est devenu une menace pour l'État. Le pays qui a construit la Grande Muraille essaie maintenant de bâtir un mur contre la tristesse de ses propres enfants. La Chine, qui pendant des décennies a interdit aux familles d'avoir plus d'un enfant, supplie maintenant pour qu'elles en aient au moins 2. Les jeunes répondent par un haussement d'épaule et retournent à leur écran. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence, comme Kaloun l'a découvert dans les années 1970, est bien plus difficile à inverser que n'importe quel conflit ouvert. Corée du Sud. Si le Japon est le plus ancien et la Chine la plus grande en termes d'échelle, la Corée est la plus extrême en chiffres bruts. Les chiffres ici sont du genre que l'on lit, relit, et on a quand même l'impression de s'être trompé quelque part. Avant les chiffres, le pays. La Corée possède l'Internet le plus rapide du monde. Elle a inventé la K-pop, exporté sa culture dans la moitié de la planète. Sa capitale est l'une des villes les plus modernes et vibrantes d'Asie. Et elle affiche le taux de natalité le plus bas de toute l'histoire enregistrée de la planète. En 2023, le taux de fécondité de la Corée du Sud est tombé à 0,70,2, le plus bas au monde, pour la 8e année consécutive. En 2024, il a légèrement augmenté pour atteindre 0,75. Et cela fut considéré comme une victoire nationale, 0,75. Victoire. Pour ne pas rétrécir, une population a besoin de 2,1 enfants par femme. Le Japon, déjà considéré comme une catastrophe démographique, est à 1,15. La Corée est à 0,75. Et la capitale, Séoul, a même enregistré 0,55. Elle a un peu plus de la moitié des naissances nécessaires pour simplement continuer d'exister sur la carte. Le gouvernement a dépensé, entre 2006 et 2023, plus de 280 milliards de dollars d'incitation ont été versés. Prime à l'enfance, congé parental, aide au logement, campagne, ministère dédié, urgence démographique déclarée par le président. Le taux a continué de baisser, 280 milliards. Il n'arrêtait pas de tomber. Le gouvernement n'avait plus d'arguments. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce que c'est que de grandir en Corée du Sud. Et quand je vous le raconterai, vous allez vous rendre compte que le Brésil est plus proche de cette réalité qu'il n'y paraît. Il existe un examen appelé Suneyon, qui détermine tout le parcours d'un jeune Coréen. Une épreuve, un jour, une chance. Le jour de l'examen, le pays s'arrête, vraiment. Les avions changent de trajectoire pour ne pas faire de bruit, la police escorte les candidats en retard, les sacs arrivent plus tôt dans les écoles. C'est le jour le plus important de la vie d'une personne. Et cette personne a 18 ans. Pour bien réussir à cet examen, les jeunes étudient dans des académies privées appelées Agon, jusqu'à minuit, depuis l'âge de 10 ans. Ce n'est pas une exagération, c'est une routine documentée. La pression commence avant l'adolescence et ne s'arrête jamais. Le résultat ? Une génération complètement détruite, qui est arrivée à l'âge adulte et a découvert que, même en se tuant à étudier, elle n'obtenait pas ce qui avait été promis. En 1985, 49% des hommes coréens âgés d'une vingtaine d'années étaient mariés. En 2020, ce chiffre avait chuté à 7%. Il avait 49 ans. Il est devenu 7, en une seule génération, puis 4B est apparu.
Numéro 4. Déclarer publiquement. Non aux rencontres amoureuses, non au sexe, non au mariage, non aux enfants avec des hommes. De jeunes femmes coréennes quittent le jeu, non pas par dépression, mais par une décision politique consciente contre un système qu'elles considèrent comme injuste. De l'autre côté, de jeunes hommes convaincus d'avoir été mis de côté, sans rôle, sans place, avec une véritable colère contre un système qui leur avait promis une place et qui n'a tout simplement pas tenu sa promesse. Deux groupes qui auraient besoin l'un de l'autre, en conflit ouvert, chacun convaincu que l'autre est le méchant, et tous deux se trompant à ce sujet. C'est presque comique, si ce n'était pas tragique. La natalité s'effondre dans l'espace qui les sépare. La Corée connaît encore un phénomène appelé Godoksa, mourir seul, dans l'isolement. En 2022, 34,5% des Coréens vivaient seuls. Les décès dus à l'isolement augmentent, 8,8% par an. Et 6,5% de ces décès concernent des jeunes de 20 à 30 ans. Des jeunes qui meurent seuls, dans des appartements d'un pays où l'on a l'Internet gigabit dans n'importe quelle toilette publique. Et c'est ce point qui explique pourquoi 280 milliards n'ont rien résolu. L'argent ne résout pas un problème de sens. Vous pouvez donner des primes, des appartements subventionnés, un ministère dédié. Mais si le jeune regarde vers l'avenir et ne voit pas un futur qui vaille la peine d'être construit, il ne le construira pas. L'argent règle les factures, mais il ne comble pas le vide. Kalun a appelé cela la mort au carré. La Corée traverse ce processus en accéléré. Et maintenant, je dois te parler du Brésil. Parce que tout ce que tu as vu jusqu'ici, l'isolement, l'effondrement du sens, les deux camps en guerre sans savoir qu'ils sont victimes du même système, tout cela se passe ici aussi. Sauf que personne ne l'a encore nommé. Brésil. Très bien. Japon, Corée, Chine. Loin d'ici. Cultures différentes. Leurs problèmes. N'est-ce pas? Laisse-moi te parler du Brésil. Le Brésil a du soleil toute l'année. Les plus belles plages du monde. Le carnaval, l'Amazonie, la plus belle femme de la planète. Et ce n'est pas une opinion, c'est un consensus international. Il y a une chaleur humaine qu'aucun Japonais, aucun Coréen et aucun Chinois ne possède. Et il y a 35% de la population qui se sent constamment seule. Au dernier trimestre de 2024, 38,5% des jeunes Brésiliens ayant une occupation étaient dans l'informalité. Le chômage des jeunes est plus du double de la moyenne nationale. Le gars étudie pendant 5 ans et obtient son diplôme. Et il va conduire un Uber. Pas par choix de vie, mais par manque d'options. Et ce n'est pas une exception. Le travail via les applications, le fameux Uber, a augmenté de 979% au Brésil entre 2016 et 2021. En septembre 2025, l'OCDE a indiqué que 24% des jeunes âgés de 18 à 24 ans au Brésil ne sont ni à l'école ni au travail, le quatrième taux le plus élevé au monde dans cette catégorie. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la donnée sur l'emploi, c'est ce qui est arrivé au contrat. Le grand-père de beaucoup de gens qui me regardent ici a acheté une maison, élevé des enfants et a même payé un voyage avec un salaire d'ouvrier ou de vendeur. Pas parce qu'il était plus intelligent, pas parce qu'il travaillait plus d'heures, mais parce que le contrat social de cette époque avait une logique qui fonctionnait. Tu fais des efforts, tu avances. Ce contrat a été résilié, sans préavis et sans indemnisation. Le prix moyen du mètre carré à São Paulo en 2026 est de 11 945 réais, selon l'indice FIBSAP de février 2026. Un appartement de 50 mètres carrés dans la ville coûte environ 600 000 réais. Le salaire minimum en 2026 est de 1 621 réais. Il faudrait plus de 30 ans de salaire minimum brut, sans manger, sans payer de facture, sans dépenser un centime, pour acheter le plus petit appartement de la ville la plus riche du pays. La voiture populaire la moins chère du Brésil aujourd'hui commence entre 77 000 et 80 000 réais. Le père a acheté la Gol en 18 versements. Le fils n'arrive même pas à acheter la remplaçante de la Gol. Et le travailleur remet encore 149 jours de travail par an en impôts, 5 mois de travail allant directement au gouvernement et reçoit en échange une santé délabrée, un transport dégradé et une sécurité qui ne fonctionne pas. La classe moyenne paie des impôts de riches pour recevoir des services de pauvres. Mais tout va bien. Tu connais quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr que tu connais. Tout le monde connaît. C'est dans ce contexte qu'une génération de jeunes hommes est allée chercher des réponses sur Internet. Et l'algorithme, malin comme tout, avait exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Imagine la scène avec moi. Il est minuit, le gars est seul dans sa chambre. Il ouvre son téléphone et tombe sur une vidéo. Le gars dans la vidéo regarde la caméra et dit « Tu as étudié, tu as travaillé, tu as tout fait correctement. Et même comme ça, ce n'est pas assez bien. Tu sais pourquoi? Parce que le jeu est truqué. Et personne n'a eu le courage de te le dire. Cette vidéo touche un point sensible.
C'est ce qu'on appelle la red pill, la pilule rouge, et les vidéos se multiplient. Et encore. Et encore. L'algorithme remarque que le gars s'est engagé et commence à cibler davantage. L'argument central se radicalise. L'homme a été trompé par le système, par les femmes, par le féminisme, par le monde, partout. La solution? Se réveiller. Éloignez-vous. Arrête d'essayer. La pilule noire est l'étape finale, et le plus sombre de tous. Ça ne sert à rien d'essayer. L'échec est inévitable avant même de commencer. L'isolement total comme seule issue logique. Maintenant, et je dois être honnête ici, cette histoire a deux côtés coincés dans le même système défaillant. Le jeune homme brésilien est en colère contre un système qui a promis mais n'a pas tenu ses promesses. Une colère légitime. Le système est vraiment cassé. Ce que fait l'algorithme, c'est prendre cette colère réelle et la diriger vers une cible avec un visage et un genre, au lieu de la diriger vers le système qui a généré le problème. Et de l'autre côté, la jeune femme brésilienne a été soumise au même algorithme, déformant les attentes sous un autre angle. Des standards de réussite masculine, de pourvoyeurs, qui existent chez 0,1% de la population, sont projetés à l'écran comme référence normale de comparaison. Chaque semaine, à chaque heure, une comparaison automatique, constante, invisible, qui rend malade silencieusement sans que la personne comprenne d'où vient ce mal-être. Pendant ce temps, l'algorithme s'enrichit, car l'indignation et le ressentiment sont le carburant des plateformes. Plus les deux camps se disputent, plus ils passent de temps devant l'écran. Et plus ils passent de temps devant l'écran, plus ils s'éloignent dans la vie réelle. C'est un cycle parfait pour tout le monde, sauf pour ceux qui en font partie. De jeunes hommes, connectés toute la journée, sans personne à qui parler réellement. De jeunes femmes entourées de followers, sans personne réellement présent à leur côté. Une génération qui n'a jamais été aussi accessible numériquement et qui n'a jamais été aussi seule. Parmi les jeunes brésiliens, 34% déclarent se sentir peu ou pas du tout soutenus socialement. C'est pire que la moyenne des 7 pays étudiés ensemble. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas une faiblesse générationnelle. C'est un effondrement du sens. Que se passe-t-il lorsque l'effort cesse d'avoir du sens et que les relations semblent inaccessibles? L'équation promise était simple. Effort égale récompense. Qu'est-ce qui a été livré? Effort égale épuisement sans destination. Et la réponse naturelle de tout être vivant face à cela, qu'il soit souris ou humain, c'est d'arrêter d'essayer. Au Brésil, on n'a pas encore de joli nom pour ça. Mais la chambre est fermée, l'écran est allumé et l'isolement grandit. Ce que ces 4 pays ont en commun, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le manque de ressources. C'est une génération qui a reçu le monde tout près, avec toutes les exigences impossibles et toutes les promesses non tenues, et qui est arrivée à la même conclusion que les souris de l'univers 25. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Kaloun a passé des décennies à essayer d'avertir que le problème n'a jamais été le manque de ressources. C'était le manque de but. Lorsqu'une société retire aux gens la possibilité de construire quelque chose de réel, d'avoir un rôle, d'être nécessaire, de conquérir quelque chose de leurs propres mains, elle n'a pas besoin de guerre, d'épidémie, ni d'effondrement économique pour entrer en déclin. Elle s'arrête simplement. Les beaux du univers 25 sont morts bien soignés, bien nourris, sans la moindre cicatrice et complètement seuls. La question qui demeure, et à laquelle je souhaite que vous répondiez dans les commentaires, est la suivante. Pensez-vous que nous en soyons déjà là? Ou bien êtes-vous l'un d'eux? Ah, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Univers 25. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. Pourquoi le monde n'est-il pas le paradis qu'on vous vend? Non? Vous voyez? Merci à tous. Et même plus.